avec le Denmat. This meeting is being recorded. Ok, oui, d'accord. Pardon, J'ai c'est eu bon. une notification un peu violente de Zoom. Donc, ça fait presque 5 ans maintenant que je fais ce métier-là. Auparavant, je travaillais dans la grande distribution, j'étais manager en grande distribution. Et puis, par un système de passerelle, etc., j'ai fait un master, le master IPM à Lille, pour devenir ingénieur pédagogique multimédia. Ensuite, j'ai travaillé 1 an et demi dans une grosse entreprise qui s'appelle l'IFPEN, donc l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Donc, c'était à Lyon. Et suite à cette année et demie de démarrage dans le domaine, j'ai voulu créer ma boîte dans le domaine. Donc aujourd'hui, je suis freelance maintenant depuis presque 3 ans. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est juste hyper important, moi sur lequel j'ai énormément travaillé ces dernières années, puisque c'est quelque chose qu'on n'aborde pas forcément à l'école et qui a pourtant une grosse implication par la suite dans votre travail et même dans votre vie en fait de concepteur e-learning. Je vais partager mon document parce que j'ai choisi une jolie photo que je voudrais vous partager. Partager l'écran, écran 1. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ok, super. Encore faut-il que je vous partage le bon document. Donc ça, c'était moi au tout départ quand j'ai démarré dans l'ingénierie pédagogique. La première fois, je me suis retrouvé face à un commanditaire. Donc c'était un chef de service dans l'entreprise où je travaillais auparavant qui me dit, bah voilà, moi on veut faire une formation sur la propriété intellectuelle. Bah, comment ça se passe? Il nous faut qu'elle dure 2 heures. Bah, expliquez-moi comment ça va se passer. Donc généralement, dans ces cas-là, quand vous démarrez, c'est un petit peu délicat de trouver des solutions tout de suite et on est tenté justement d'essayer de trouver des solutions et de répondre de façon un petit peu vague à la demande du commanditaire. Donc avec le temps et surtout depuis que j'ai créé mon entreprise, moi j'ai dû apprendre vraiment à faire connaissance avec mon client puisque c'est la première étape. C'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous ne le connaissez pas, donc il faut créer un climat de confiance et il va falloir lui poser les questions pertinentes pour que derrière, vous ayez tous les éléments du cahier des charges pour eh bien, réaliser un produit qui corresponde à sa demande. Si vous loupez cette étape-là, il y a plusieurs risques et nous, c'est ce qu'on va chercher à éviter. Le premier, c'est d'avoir un produit non conforme. Alors, il y a peu de chances que si on vous demande de faire un e-learning de 2 heures, vous en fassiez un d'1 heure. Mais souvent, la première erreur qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est d'avoir supposé ce que voulait le client. Je vous donne un exemple typique que j'ai constamment. C'est le client qui me dit, bah voilà, moi j'aimerais un e-learning qui soit ludique. Alors ludique, ça veut dire quoi? Ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui vont penser, pour eux c'est ludique, c'est parce qu'il y a un petit peu d'intégration, enfin d'interaction, c'est-à-dire qu'on fait des quiz et pas seulement du contenu théorique. Pour d'autres, c'est qu'on a du motion design. Pour d'autres, c'est qu'on a des mécanismes de jeu. Et donc ça, il va falloir poser eh bien, toutes ces questions-là pour pouvoir comprendre ce que veut le client. La deuxième chose, c'est la perte de crédibilité. Qu'est-ce qui fait que vous allez perdre votre crédibilité auprès du client? Eh bien, c'est si vous vous engagez. Vous vous engagez à lui fournir X vidéos, vous vous engagez à lui livrer le module à telle date et finalement, eh bien, pendant le projet, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça prend plus de temps que prévu et finalement, vous vous retrouvez à devoir dire à votre client: «Bah là, je suis désolé, mais je vais être un petit peu en retard» ou finalement, la vidéo, ça coûte beaucoup plus cher que prévu, donc il faut revoir le budget. Donc là, clairement, vous allez perdre en crédibilité auprès de votre client. Alors moi, je parle beaucoup de clients parce que c'est ce que je vis moi au quotidien, mais c'est la même chose si vous allez travailler avec quelqu'un de votre service, votre N+1 ou pareil, un employeur. Par exemple, aujourd'hui, il y a des chances que alors je crois que vous êtes déjà en entreprise, mais si vous cherchez un emploi, il faut savoir que c'est souvent des petits organismes de formation aujourd'hui qui recherchent des ingénieurs pédagogiques puisqu'ils souhaitent digitaliser leur formation. Donc ils ont certaines attentes lorsqu'ils vous engagent et bah, il est essentiel que vous leur montriez que vous êtes l'homme ou la femme de la situation. Et la 3e chose qui est importante, c'est que vous risquez assez vite bah, de vous épuiser, de vous démotiver. Hem Et ça, c'est un vrai risque qu'on a avec ce métier-là qui est passionnant, hein. Je vous fais peur, mais après je vais vous donner des solutions.
C'est que vous êtes, en rapport avec plein d'intermédiaires. C'est-à-dire que vous allez, travailler avec des graphistes, avec des motion designers, vous allez travailler beaucoup avec des experts et cetera. Donc il y a beaucoup de personnes dont vous allez dépendre pour, concevoir, eh bien votre module, e-learning et donc il va être essentiel, dès le départ, de bien identifier, les contraintes du projet, de bien analyser le contexte, du projet. Par ailleurs, si vous identifiez mal, le besoin, c'est-à-dire que vous n'allez pas challenger la demande du client, eh bien, vous allez vous retrouver simple exécutant où votre rôle, ça va plus être tellement de faire de la pédagogie, mais plutôt, bah, d'intégrer simplement sur Storyline des modules qui ont été, presque conçus uniquement par l'expert. Alors que lui, l'expert sur un sujet, par exemple le RGPD, bah, il est expert du RGPD, mais pas expert en pédagogie. Donc vous, vous avez vraiment cette valeur ajoutée-là à apporter au niveau du e-learning. Et donc là, l'objet de ma présentation, ça va pas durer trop longtemps. Enfin, je vais vous expliquer comment moi je travaille. Hem, J'espère que vous allez pouvoir faire le lien, vous, avec, votre activité et l'entreprise dans laquelle vous travaillez. L'idée, c'est surtout qu'on puisse ensuite en échanger et que vous me partagiez aussi vos expériences, sur le sujet. Je précise aussi que si vous avez des questions pendant la présentation, enfin surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Hem, donc là, les 3 objectifs que j'ai un peu identifiés, par rapport à cette présentation, c'est de vous aider déjà à faire le point sur votre posture professionnelle, d'analyser efficacement un besoin. Donc je vais vous montrer, comment je fonctionne et je vais vous parler aussi d'une méthode qui s'appelle, l'action mapping que j'affectionne particulièrement, qui m'a vraiment beaucoup aidé et de faire bonne impression, c'est-à-dire de paraître crédible auprès de votre commanditaire. Le besoin. Il faut d'abord définir, bah, de quoi on parle. Eh bien, le besoin, il y en a plusieurs. Le premier, on en a parlé déjà, c'est le besoin du commanditaire, c'est-à-dire c'est la commande. Mais nous, ce qui nous intéresse et ce qui est vraiment le plus important et ce qui correspond à notre rôle, c'est d'identifier le besoin de formation et également de connaître les besoins de l'apprenant. Alors, je vais vous expliquer globalement déjà ce que c'est que le besoin de formation. Vous avez un commanditaire, en face de vous qui est peut-être, responsable d'un service, chef d'une entreprise ou autre et lui, bah, dans son entreprise, il a des collaborateurs qui ont des besoins de formation, c'est-à-dire qu'on attend certaines tâches de leur part, certaines actions. Certaines de ces actions, ils vont réussir à les mettre en place, mais d'autres, ils vont pas réussir ou ils vont pas avoir la méthodologie pour les mettre en place. Et donc nous, notre rôle, ça va être de combler cet écart-là, pour faire en sorte que les collaborateurs aient les compétences pour répondre aux besoins de l'entreprise. C'est ça notre métier, c'est de former des gens, en entreprise et de leur permettre d'être compétents, heu et bien dans leur travail. Et notre rôle, en fait, ça va être, parmi ces comportements, qui ne sont pas mis en place, d'aller identifier où est le besoin de formation. Puisqu'il y a plein d'autres raisons qui pourraient expliquer qu'un collaborateur ne va pas mettre en place, les tâches ou les actions qui lui sont demandées, autre qu'un problème de formation. Par exemple, ça peut être des problèmes, managériaux, c'est-à-dire que, heu, un cas, classique, que j'ai, c'est, le commanditaire qui me demande de faire une formation sur, leur nouveau logiciel de gestion, et il me dit: «Bah, voilà, il faut qu'on les forme parce que les gens, ils savent pas faire, donc il faut leur expliquer» et quand vous interrogez derrière les apprenants, en fait, ils vous expliquent qu'ils sont pas du tout d'accord avec la mise en place de ce nouveau logiciel et que c'est pour ça qu'ils l'utilisent pas, mais que c'est pas un problème, forcément de formation. Pareil, vous pouvez avoir des problèmes, de l'ordre enfin un peu, par exemple logistique. Heu, Par exemple, si vous faites une formation à la sécurité, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'accidents liés au non-port des chaussures de sécurité et on se rend compte en fait qu'on n'a pas assez de chaussures de sécurité à disposition dans l'entreprise. C'est un exemple un peu lambda, mais notre rôle, ça va vraiment nous de nous concentrer sur le besoin de formation et de prendre nos responsabilités sur ce besoin-là. On n'est pas là pour régler les problèmes managériaux et cetera du client ou du commanditaire et donc il va falloir lui expliquer ça, de qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Donc faire preuve un petit peu d'humilité, par rapport à ça. Donc ça, c'est le besoin de formation, nous, c'est ce qu'on vise. Dans un monde idéal, vous avez le commanditaire qui, lui, a identifié le besoin de formation. C'est-à-dire qu'il est à l'écoute de ses collaborateurs qui lui ont dit: «Bah, voilà, cher manager, moi j'ai un souci, je me rends compte que je suis pas compétent sur tel ou tel,
sujet et j'aimerais bien une formation, voilà, faudrait qu'on en parle et d'ailleurs, j'ai identifié d'autres problématiques logistiques, managériales et cetera. Ça se passe pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, souvent, le commanditaire qui va faire appel à moi, bah, lui, il a des obligations, des exigences qui ne sont pas tout le temps liées aux besoins de formation. Par exemple, je vais beaucoup vous parler de RGPD parce que là, je crois que je suis à mon 10e module sur le sujet, même plus. Heu, Puisqu'aujourd'hui, vous avez des entreprises, eh bien, qui ont des obligations légales de formation sur des sujets comme la sécurité, le RGPD. Je fais beaucoup de formations aussi en ce moment sur la cybersécurité, donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent et de plus en plus aussi sur la RSE. Voilà, pour vous mettre dans le contexte. Donc on a un commanditaire, au départ qui lui ne vient pas par rapport à un besoin de formation de ses collaborateurs, mais veut simplement avoir une formation pour répondre à une obligation. Vous avez aussi des commanditaires qui, eux, par exemple, un organisme de formation qui fait que du présentiel et qui dit: «Bah, j'aimerais bien proposer, un nouveau type de formation parce que le e-learning, va générer moins de coûts, heu, pour mon entreprise et aussi parce que je me rends compte que ça correspond, à la demande d'aujourd'hui. J'aimerais bien, vendre davantage, de formations». Et un autre point, qui arrive, parfois et là c'est un vrai problème qu'il faut creuser, c'est, par exemple, un commanditaire qui a décidé que tel collaborateur devait, absolument se former, sur ce sujet. Alors, je vais vous donner une anecdote qui est véridique malheureusement. J'avais une collègue qui était un petit peu en surmenage, pour des raisons, enfin, des vraies raisons, c'est-à-dire qu'elle avait clairement trop de tâches, à réaliser, donc le manager était pas à l'écoute de ses contraintes et en réunion, elle commence à s'énerver un petit peu, même beaucoup et donc là, elle est, convoquée par cette manager qui essaie de comprendre la situation et cette manager, au lieu de régler un problème qui est de l'ordre du management, l'inscrit à une formation sur la communication non violente, supposant que le problème n'était pas tellement un problème interne à l'entreprise, mais que le problème était un problème de formation et que cette personne avait besoin d'être formée. Donc là, vous voyez bien que la formation ne va pas résoudre le problème et d'ailleurs, c'est pas ce qui s'est passé et des cas comme ça, on a de plus en plus, c'est que parfois la formation est aussi une façon un peu de se déresponsabiliser de la part du management. Donc nous, notre rôle, ça va être toujours de se concentrer sur ce qu'on recherche, c'est le besoin de formation et essayer de faire concilier tout ça. Alors, je précise juste une chose, je ne vous vois pas, donc je vois pas vos réactions, donc si jamais vous avez, des questions ou des remarques, n'hésitez pas à vous manifester. Et le troisième besoin, c'est le besoin de l'apprenant. Comme je vous disais tout à l'heure, dans un monde idéal, l'apprenant, donc le collaborateur, lui, il a identifié, son besoin de formation. C'est-à-dire qu'il a éliminé toutes les autres causes managériales, logistiques et cetera et il s'est rendu compte que, il était compétent sur telle tâche et moins compétent sur telle autre et que du coup, il voudrait être, formé. Sauf qu'en fait, en réalité, ça se passe pas comme ça. Donc nous, on va devoir, mobiliser quelques connaissances théoriques qu'on a sur la formation des adultes pour comprendre le profil des apprenants. Bien sûr, l'idéal, c'est toujours de faire une étude, approfondie correspondant aux collaborateurs d'une entreprise spécifique, mais en fait, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. J'ai en fait jamais eu le cas d'un client qui me disait, «Bah, voilà, j'ai fait une enquête qualitative auprès de mes équipes, voilà ce qu'ils veulent». Donc moi, je vais beaucoup travailler avec, ce que je sais, d'un point de vue théorique sur la psychologie et sur, les besoins des apprenants adultes. Hem, alors je ne sais pas si ça vous parle ces 3. Je vais essayer de vous revoir parce que voilà, c'est bon, c'est plus agréable. On a les besoins psychologiques de base, ça parle à quelqu'un? Non, pas du tout? Alors ça, c'est une théorie que moi j'utilise beaucoup et qui m'est très utile pour comprendre, heu, bah, le besoin des apprenants. Hem, Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tous alors Deci et Ryan, en fait, c'est des chercheurs qui ont rassemblé en une seule théorie tous les centaines de théories sur la motivation qui existaient. Et se sont intéressés en particulier à la motivation intrinsèque, c'est-à-dire quelque chose qui vraiment vient du cœur, qui nous fait plaisir et qui nous pousse à agir. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'on a tous 3 besoins psychologiques de base. Le premier étant l'autonomie.
C'est-à-dire que j'ai besoin de me sentir capable par moi-même de réaliser certaines tâches ou de faire appel à quelqu'un quand j'ai besoin de réaliser telle ou telle tâche. J'ai besoin de me sentir compétent et j'ai besoin d'être en rapport aux autres. Et parfois en entreprise, eh bien, quand vous avez la mise en place d'un nouveau logiciel ou simplement des évolutions du marché, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où cet équilibre-là, il est fragilisé. Et donc, la formation va avoir pour rôle de essayer de rétablir cet équilibre-là d'autonomie, compétence, lien social, eh bien, pour créer les conditions favorables à la motivation du collaborateur. Une deuxième chose qu'on sait sur les apprenants adultes, c'est qu'ils vont percevoir, enfin, avant de s'engager dans la formation, de suivre votre module ou le dispositif que vous aurez conçu, eh bien, on va analyser, on le fait tous, la valeur perçue. C'est-à-dire déjà, je vais me demander: «Mais cette formation, elle me sert à quoi? Moi, qu'est-ce que ça m'apporte sur le terrain et en quoi ça répond à mes problématiques du terrain?» Donc ça, c'est la première question qu'on va tous se poser. Vous, quand vous êtes inscrit, au bahut, bien, toutes ces questions-là, vous vous êtes posées. Hem, Est-ce que derrière, je vais avoir un emploi? Est-ce que, le programme répond, aux compétences que moi j'ai envie de développer et cetera? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose tous. La valeur intrinsèque, c'est est-ce que je vais prendre du plaisir? Heu Eh bien, prendre du plaisir, c'est que je vais pouvoir, me sentir, autonome, compétent, avoir du lien social. Heu, Par exemple, vous avez des apprenants qui vont préférer le e-learning parce que ça va être plus adapté à leur rythme et parce que, ils ont vu sur le programme de formation que c'était des petites activités un peu ludiques, des mises en situation. Ils se disent: Ça va vraiment être intéressant». Et la troisième chose qu'on va se poser et c'est une question, très importante et ça, retenez-la parce que c'est souvent négligé dans l'analyse du besoin, c'est le coût. Alors le coût, c'est pas le prix de la formation, c'est, quelle énergie je vais devoir mettre pour pouvoir, réaliser, toutes ces actions-là. Et ça, c'est un vrai problème en entreprise, c'est que vous avez aujourd'hui des commanditaires qui vont vous commander un module e-learning, et ils se rendent compte une fois que vous leur avez livré que, les apprenants ne se rendent pas sur la plateforme et ne vont pas jusqu'au bout du module. Et donc là, ils vont dire: «Bah, ça va pas, il faut changer, il faut améliorer le module». Et sauf que le problème ne vient pas du contenu, de formation, mais il vient en fait du manque de disponibilité des collaborateurs, qui n'ont pas le temps de bloquer 1 heure ou 2 heures pour suivre l'intégralité du module. Et donc, ça, c'est vraiment une question qu'il faut, vous poser à chaque fois et poser à votre client au démarrage, de lui dire: «Mais est-ce que l'environnement d'apprentissage que vous proposez à travers, cette formation e-learning ou, même un dispositif en blended learning ou autre, est-ce que c'est réaliste par rapport à votre réalité sur le terrain?» Et la 3e chose, je pense que vous en avez entendu, parler, c'est l'andragogie. Donc c'est la pédagogie, pour les adultes et on sait qu'aujourd'hui un apprenant, je vous l'ai déjà dit, quand il va suivre une formation, va se poser la question de: «Est-ce que c'était vraiment utile?» Hem, «Est-ce que j'ai pu mettre en pratique, des compétences, valoriser mon expérience?» Donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Donc là, vous voyez, on a une vue d'ensemble sur, 3 types de besoins, heu, sur lesquels on va devoir, porter notre, intérêt. Et notre rôle, en tant que concepteur, e-learning, ingénieur pédagogique, eh bien, ça va être de faire en sorte que les besoins du commanditaire, le besoin de formation et le besoin de l'apprenant, eh bien, soient, conciliés, soient liés. Puisque si vous répondez aux besoins de formation, c'est-à-dire un besoin qui est centré sur les apprenants seront satisfaits. Si les apprenants sont satisfaits, le commanditaire, sera satisfait également et tout le monde est content. Et donc nous, c'est ça qu'on doit viser. En revanche, si vous faites l'impasse sur les besoins de l'apprenant et le besoin de formation et que vous vous contentez simplement de répondre à la demande initiale de votre client ou de votre N+1, eh bien, vous risquez enfin, sur le coup, il sera peut-être content d'avoir son module, vraiment centré que sur du savoir et cetera, avec des jolies vidéos motion design et cetera. Par contre, quand il se rendra compte que les gens ne suivent pas la formation et ne sont pas satisfaits, bah, il ne sera pas satisfait non plus. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? Tout est clair? C'est bon? OK, top. Alors je vous propose maintenant qu'on a vu un point un petit peu théorique sur la définition du besoin, bah, c'est de vous dire moi comment je travaille. Et là, je vous invite à prendre, du recul puisque la méthodologie que je vous présente, eh bien, c'est la méthodologie qui moi me correspond par rapport à ma structure.
c'est-à-dire et les projets que je prends. Moi, je travaille, sur beaucoup de projets plutôt à court terme qui vont durer 2-3 mois et généralement, enfin, j'aime pas prendre des commandes clients qui sont énormes. Donc moi, ça reste quand même des petits projets et donc ce ne sera pas peut-être adapté à votre, contexte, en entreprise et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse, en parler après. Alors généralement, comment ça se passe? Ça se passe en 4 étapes, hein, l'analyse, du besoin. La première étape, c'est la prise de contact, c'est-à-dire que je connais pas le commanditaire et il va me contacter, via LinkedIn, ou par mail. La deuxième étape, c'est que je vais analyser, je vais le rencontrer en visio souvent, ou bien en présentiel et on va échanger sur son besoin. Ensuite, je vais faire une analyse du besoin de formation et ensuite je vais valider avec lui que j'ai bien compris sa demande et je vais vous expliquer comment je fais, tout ça étape par étape. La prise de contact, donc comme je vous disais souvent, c'est le client qui me contacte via LinkedIn, ou par téléphone. Parfois, c'est moi qui le contacte parce que j'ai vu une annonce, par exemple sur LinkedIn ou qu'on m'a parlé de ce client-là, qu'il avait un besoin et dans ce cas, je lui propose, mes services et souvent l'objectif, bien de cette première prise de contact, c'est pas de, découvrir l'intégralité du besoin, c'est déjà d'avoir un rendez-vous avec ce commanditaire. Donc vous, par exemple, si, demain vous avez votre, N+1 ou un chef de service dans votre entreprise qui vient vous voir en vous disant, «Ah bah, écoute, je voulais te parler, j'ai une idée d'un module e-learning, hein», proposez-lui un rendez-vous. Parce que potentiellement, vous allez avoir besoin au moins d'1 heure pour pouvoir échanger avec lui sur son besoin, et surtout vous avez besoin de vous préparer. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, avec le temps, c'est que, si vous préparez pas vos questions sur un sujet sur lequel vous de base, vous n'avez aucune connaissance, vous risquez de passer déjà à côté, du vrai besoin du commanditaire. Et donc moi, généralement, ce que je vais demander, à mon client, c'est: «Bah, est-ce que vous avez aujourd'hui déjà des éléments à me communiquer avant notre rendez-vous pour que moi je puisse mieux comprendre votre besoin?» Heu, Dans l'idéal, il m'envoie un cahier des charges, ça n'arrive jamais, mais ça arrive des fois. Mais généralement, ils n'ont pas eu ce travail-là de rédiger un cahier des charges et ils attendent aussi un petit peu ça de la part de l'ingénieur pédagogique. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont pas spécialistes dans le e-learning et ils vont pas, savoir quelles questions ils vont devoir se poser sur le sujet. Hem Et une chose que j'aime beaucoup demander, c'est, qu'ils me donnent un accès à leur plateforme LMS s'ils en ont déjà une et une démo d'une de leurs formations, pour savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas aussi dans leur façon d'apprivoiser, le e-learning. Donc ça, c'est la première étape, prise de contact. Généralement, ça dure 5-10 minutes, et on prend rendez-vous. Et donc, on laisse le temps passer. Moi, je vais prendre le temps d'analyser les éléments quand le client m'en communique et on va passer, eh bien, à un rendez-vous un petit peu plus long. Alors ça peut être entre 45 minutes et 1 heure, et là, moi, j'ai plusieurs objectifs et je pense que pour vous, c'est important aussi de vous de vous donner ces objectifs-là. Le premier, c'est de faire connaissance avec, le commanditaire et il y a une chose importante, c'est de voir, si le courant passe. Si vous commencez à poser des questions et que vous voyez qu'il prend très mal et qu'il veut absolument que vous fassiez exactement tout ce que, heu, il vous dit, sans remettre en question finalement la demande, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore parce qu'il faut, parfois, mettre du beurre, dans les épinards, mais vous vous retrouvez à être simple exécutant. C'est-à-dire que, souvent, on est sur des modules qui sont très, très linéaires, centrés sur le savoir et absolument pas sur, les apprenants. Heu et donc c'est pas les sujets sur lesquels moi, personnellement, je prends le plus de plaisir parce que j'apporte pas ma patte de pédagogue. Et ça, c'est une chose sur laquelle il faut être, assez vigilant parce que vous faites un métier, encore une fois, qui est passionnant, mais qui, peut parfois se transformer un petit peu en bullshit, job si vous n'avez pas ce travail-là de challenger, la demande, parce que vous avez certaines perceptions des commanditaires par rapport, au e-learning qui ne sont pas toujours la réalité. Par exemple, moi j'ai des clients qui font appel à moi, en s'attendant à ce que mon rôle en fait, ce soit uniquement, d'intégrer, sur Storyline, des modules qu'ils auront conçus. Et ils n'ont pas vraiment connaissance du rôle en fait du concepteur, e-learning. Donc là, moi, mon rôle, enfin ma responsabilité, c'est aussi
de leur apporter un peu de recul sur ce qu'ils auront peut-être déjà conçu ou sur les supports existants pour derrière avoir une formation qui soit véritablement efficace. Et surtout, ce que je vais chercher à identifier lors de cette étape-là, de ce rendez-vous, c'est de savoir si le projet, il est faisable par rapport aux contraintes du client et aussi par rapport, moi, à mes propres contraintes. Et ça, c'est des choses que vous devez vous poser vous aussi, puisque quand votre N+1 vient vous voir en vous disant: «Bah, j'ai telle et telle tâche ou tel nouveau module», est-ce que vous, c'est, totalement, faisable par rapport aux tâches que vous devez, déjà, réaliser? Et un 3e objectif, souvent, bah, ça va être d'expliquer ma démarche, au client, comment moi je travaille, quelles sont les prochaines étapes du projet. Je vous propose de faire un zoom sur une chose qui est vraiment très importante, on en a parlé, c'est, bah, d'étudier la faisabilité du projet. Heu et généralement, ce qui va me permettre, moi, de déterminer, si le projet est faisable, c'est ces 3 points. Le premier, c'est le budget, c'est-à-dire que j'ai un client, qui va avoir un budget plus ou moins important et qui va avoir des attentes parfois qui correspondent pas à son budget. Je vous donne un exemple, c'est le client qui veut, un serious game avec des vidéos en motion design, enfin quelque chose de très interactif avec du multimédia et cetera, mais qui derrière n'a pas le budget qui correspond à ça. Donc là derrière, il va falloir lui faire une proposition un petit peu en dessous, de ce qu'il souhaite ou en tout cas, en dessous d'un point de vue du multimédia, mais certainement pas du point de vue de la pédagogie. Et enfin voilà, enfin c'est surtout ça, c'est la conception multimédia, le niveau d'interaction qui vont jouer sur le prix de votre module et qui va vous permettre de savoir si, le projet est réaliste ou pas et peut-être de donner des comment dire? Des cartes à votre client pour, votre commanditaire pour qu'il comprenne, enfin qu'il se pose les bonnes questions et qu'il fasse, des choix qui soient, bah, qui soient, pertinents par rapport à son budget. Le 2e point qui est extrêmement important et c'est souvent ça qui, moi, va me permettre de de savoir si le projet est faisable ou pas. Souvent le budget, ça passe. Parfois, j'ai des clients qui ont des budgets vraiment qui sont très satisfaisants pour, réaliser ce que ça demande. Par contre, au niveau des délais, il y a plein de raisons qui font que, leur délai est pas raisonnable. Par exemple, bah, j'ai des clients qui vont dire: «Bah, voilà, en septembre, on doit, faire une formation, pour, qu'elle démarre, mi-octobre». Bah, là, moi, je sais que derrière, par rapport à la demande client, la durée du module, ça va être très compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que, dans votre travail, enfin, comme je vous disais, vous dépendez de d'autres intermédiaires. Donc vous dépendez de l'expert, vous dépendez du graphiste, de l'acteur voix off si on fait de la vidéo, et surtout vous dépendez du recetteur. Ça, c'est la chose la plus importante et j'ai systématiquement le même problème, dans tous les projets, c'est la question du recettage. Alors vous savez de quoi je parle quand je parle de recettage, recetteur? Ouais, les tests, C'est non? ça. Recetteur, souvent, c'est quelqu'un qui va être nommé par, par le client, par le commanditaire et c'est quelqu'un, dont le rôle va être de relire tout le module e-learning, de relire le storyboard, le scénario pédagogique et cetera, de le valider, de dire: «Là, j'ai vu telle et telle erreurs» et ce qui se passe très souvent, et c'est pour ça que je pose tout le temps la question à mon client, au préalable, c'est de dire: «OK, moi, je peux vous livrer quelque chose début octobre. Je peux vous livrer une première version. Par contre, pour que le module, soit finalisé mi-octobre, j'ai besoin de votre part, d'une très grande réactivité pour, si je vous livre, par exemple, le 3 octobre, que dès le 5 octobre bien, vous ayez fait le recettage et pour que je sache ce que moi je dois corriger pour la 2e version et cetera. Et ça, c'est souvent ça qui fait qu'on passe d'un projet de 2 mois à 4, 6, 8 mois et je plaisante pas, c'est très souvent le cas. On parle de moi, généralement sur la question du recettage. Pourquoi? Parce qu'il y a pas qu'un seul recetteur, qu'on va le faire relire par plusieurs personnes dans l'entreprise et cetera, qu'on va avoir des interactions, des nouvelles versions, du projet et donc ça va prendre, un petit peu de temps. Donc ça, c'est important de l'expliquer à votre commanditaire et surtout de, lui permettre aussi de lui prendre ses responsabilités par rapport au projet et d'expliquer que tout ne dépend pas de vous. Et ça, je vous invite aussi à vous déculpabiliser de ça. C'est que, encore une fois, tout ne dépend pas de vous. Il va falloir prendre en compte tous les intermédiaires avec lesquels vous travaillez. Excuse-moi, Oui,
Cédric, en termes de recettage, du coup, tu as besoin qu'on s'engage sur une date pour laquelle on te fera les retours. C'est ça? Enfin, faut Oui, qu'il y ait voilà, bah, on a, Ouais, je ne sais pas si les autres le savent, mais on travaille ensemble ouais, sur un projet. mmh, Hem, oui, en fait, c'est ça, bah, c'est ce que je t'avais expliqué, c'est que, ouais, moi, si par exemple, bah, je vous dis que je vais vous livrer, au une début V1, décembre un ouais, module, ouais, hem et que je sais qu'il y a plusieurs versions, bah, j'ai besoin qu'à telle date, vous me disiez: «Ça, c'est OK» ou «Ça, c'est pas OK» pour que moi, je puisse apporter les corrections. Bah, d'accord. sinon, en fait, on se retrouve à la fin avec un module qui ne correspond pas à la demande. Et généralement, il te faut combien d'allers-retours? Enfin, un, deux max, enfin, ça dépend, j'imagine. Mais Alors, heu, moi, je dis 3. Pourquoi je OK, dis 3? Avant, je donnais pas un nombre de versionning, c'est-à-dire que je partais du principe que c'était mon rôle de, assez vite, avoir un module qui correspond exactement à ce que veut le client. Mais en fait, dans la réalité, c'est qu'une fois qu'on a un module finalisé, on se rend compte on remet en question parfois des choix qui ont été faits lors du storyboard et ça, c'est mmh, tout à fait normal et je l'ai intégré et le client se dit: «Bah, finalement, je me rends compte que tel personnage, ça me convient pas, que j'aimerais telle ou telle couleur, telle modalité, bah, ça fonctionne pas, sur mon smartphone», par exemple. Mais par contre, c'est important de donner un nombre de versions. Donc moi, c'est 3 versions généralement, ce que OK, j'explique, aux clients, bah, ce que j'avais dû vous expliquer. Hem, 3 versions, en fait, ça laisse le temps quand même enfin, à la fin, on a une version qui est quasiment, enfin, parfaite aux yeux du client. Hem et surtout quand vous allez donner un nombre limité de versions, bah, pendant le recettage va prendre un peu plus de valeur. OK, Alors qu'ici, c'est open bar et que, bah, finalement, on peut faire 36 versions, sans problème. Heu, le cahier des charges qui évolue va se faire au compte-gouttes et ça devient ingérable à la fois pour le client et à la fois pour l'ingénieur pédagogique. OK, Heu et c'est ce qui fait que, enfin, vous avez des projets qui prennent des retards de 10, 11, 12 mois. C'est souvent à cause du recettage. merci. Et donc la troisième chose, c'était, sur les contraintes qu'il faut prendre en compte. Hem, En fait, il va falloir vous poser la question des contraintes, techniques, humaines qu'a le client pour savoir si son projet, est réaliste. On en parlait juste à l'instant sur, si le client veut que vous lui, donniez un module, responsive, bah, vous savez que déjà sur Storyline, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas si vous avez eu le temps déjà de manier cet outil-là. Heu, il fait un petit peu de responsive, mais c'est pas parfait. Alors peut-être qu'on utiliserait plutôt un outil comme Rise, par exemple. Mais parfois, votre client a une demande vraiment très spécifique qui nécessiterait un développement sur mesure via Storyline. Et donc là, c'est lui dire soit c'est pas possible, soit faites appel à quelqu'un parce que moi, je suis pas compétent sur un autre logiciel, responsive par exemple. Parfois, c'est aussi le client, bah, qui lui va choisir, l'outil auteur. Hem, Ça m'est déjà arrivé de prospects qui me disent: «Bah, voilà, nous, on travaille qu'avec tel outil et on va avoir la main pour modifier, plus tard si on le souhaite». Et moi, je me rends compte que je suis pas compétent sur cet outil-là. Alors généralement, ce que je propose, parce que moi, je suis très curieux de découvrir des nouveaux outils, c'est de dire: «Écoutez, moi, ça m'intéresse de travailler avec, cet outil-là, mais je vais avoir besoin de me former, donc je serai un petit peu plus lent» et généralement, bah, je vais leur proposer d'être un peu moins cher parce que moi, je vois une valeur ajoutée, dans mon portfolio d'avoir ça en plus. Mais parfois, juste, ça correspond pas du tout à mes compétences et dans ce cas, je préfère dire: «Bah, écoutez, je suis pas la bonne personne, pour répondre à votre besoin». Hem, un autre point important et on en parlait, c'est l'environnement d'apprentissage et les particularités du public cible. Hem, alors ça, c'est une chose, par exemple, un cas que j'avais lu, alors c'est assez drôle, mais en fait, c'est pas bah, c'est pas si drôle que ça. C'est, un client qui souhaite un module e-learning, pour des personnes qui travaillaient, enfin des manutentionnaires. Donc c'est-à-dire des gens qui travaillaient à l'usine. Sauf qu'à l'usine, ils ont pas leur propre bureau avec un ordinateur et donc potentiellement, ils le font où le e-learning? Heu, enfin, par rapport au code du travail, ils ont pas le droit de le faire sur leur temps de repos chez eux et donc ils doivent le faire dans l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut une salle informatique et là, le client me dit: «Ouais, mais les salles informatiques, on n'a pas assez d'ordinateurs et cetera». Donc là, enfin, on se rend compte qu'il y a un vrai problème de faisabilité du projet. Et donc, il faut se poser toujours cette question-là de l'environnement d'apprentissage et de la même manière,
Je vais vous donner un exemple. J'avais conçu une formation sur le droit social à destination des chefs de secteur de l'IFPEN, donc chefs de service. Et au départ, j'avais juste répondu à la demande initiale qui était un module de 2 heures. Donc j'avais fait tout ce travail-là, de m'intéresser aux besoins des apprenants, trouver des mises en situation, etc. Et à la fin, on se rend compte que les gens n'y vont pas, ils vont pas jusqu'au bout. Le taux de complétion est mauvais. Et là, je me dis: «Bah mince, qu'est-ce qui se passe?» Donc est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je suis à côté de la plaque dans mon niveau pédagogique? Et donc je fais une enquête pour savoir, ce qui se passe et les gens me disent: «Bah nous, on n'a pas le temps parce que, bah, moi, il me faudrait limite, des petits modules de 5 minutes» et c'est ce qu'on a fait. C'est qu'on a converti ce module de 2 heures en plein de modules de 5 minutes et chaque semaine, ils recevaient par mail, une question essentielle sur le droit social et là, ça a extrêmement bien marché. C'est-à-dire qu'on est passé, on avait une, vingtaine de personnes qui avaient suivi la formation à 120 personnes, qui chaque semaine étaient au rendez-vous et enfin, ça avait remporté vraiment un gros succès cette formation-là. Et là, vous voyez que le problème n'était pas tellement le sujet, la façon dont on l'avait traité, mais c'était vraiment c'était un problème de granularisation de la formation. Et parfois, comme je vous disais, vous avez des clients qui veulent du motion design, quelque chose de très, très particulier et vous n'avez pas peut-être la compétence, dans ce cas, enfin, c'est une raison de dire: «Bah, là, moi, je suis pas la bonne personne» ou «J'aurais besoin de travailler en collaboration avec un graphiste ou un motion designer, sur tel ou tel, sujet». Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ça va? OK. Pendant cette analyse du besoin, il y a une posture qui est importante, d'adopter, ce qu'on appelle la posture de l'écoute active. Alors quand je parle d'écoute active, je parle pas de juste être à l'écoute, être bienveillant, c'est pas ça que je veux dire. L'écoute active, c'est une vraie posture, qui nécessite une préparation en amont de rendez-vous. C'est une posture qui vous permet de faire en sorte de poser toutes les questions que vous devez poser à votre client pour être sûr de bien avoir compris, sa demande. Par exemple, quand vous êtes en train de boire un café avec un ami qui vous explique un problème, vous n'allez pas lui faire une reformulation et lui dire: «Bah, si j'ai bien compris ton problème, c'est ceci, cela». Pourtant, vous êtes à l'écoute. Mais là, c'est ce qu'on doit faire. C'est toujours reformuler, de dire: «OK, est-ce que j'ai bien compris votre demande? Qu'est-ce que vous entendez, quand vous me dites ludique? C'est quoi pour vous ludique?» C'est vraiment poser des questions très, très précises. La crainte qu'on peut avoir, que moi j'ai eue quand j'ai démarré, c'est de me dire: «Bah, si je pose trop de questions, je vais passer pour quelqu'un d'incompétent». En fait, c'est l'inverse. Quand vous posez des questions et qui sont pertinentes, bah, vous montrez que vous êtes la personne de la situation et que vous vous intéressez aussi aux problèmes de votre client. Et ce qui va être important aussi pendant ce rendez-vous-là, ça va être de poser un cadre. Vous faites, parfois face à des personnes qui ont aucune expérience du e-learning. Pour eux, c'est une montagne de choses à faire et donc il va falloir les rassurer pendant ce premier rendez-vous sur, votre démarche. Et Rachel le disait en introduction, l'idée de cette, intervention, c'est que vous puissiez amorcer une réflexion là-dessus, sur votre posture aussi, professionnelle et comment vous allez présenter votre méthodologie à votre client. Donc ça peut être simplement ADDIE, la méthode ADDIE, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vois des gens qui acquiescent, donc ça c'est que vous l'avez peut-être vu. C'est juste de dire: «Voilà comment ça se passe, on va d'abord faire une table de design, ensuite de développement» et cetera. Et en fait de donner, une vision, à court terme et à moyen terme, à votre client. Et moi je travaille beaucoup avec, ce qu'on appelle, l'action mapping et ce que je vais vous présenter tout de suite. À cette étape-là de la découverte du besoin, alors parfois j'ai une solution parce que c'est un besoin simple et je leur dis: «Là j'ai une idée, on pourrait faire ceci ou cela». Ou parfois je vais dire à mon client: «Écoutez, là moi j'ai besoin de plus d'informations. Est-ce que vous avez identifié un expert sur, votre sujet avec, qui je pourrais échanger?» et afin de pouvoir vraiment mieux comprendre votre besoin. Alors se pose la question de la contractualisation de ça. Moi l'erreur que j'ai faite quand j'ai démarré en tant que freelance, c'était que tant que j'avais pas bien identifié le besoin et j'allais pas faire de devis et contractualiser. Sauf qu'en fait, ça prend du temps, hein, cette analyse du besoin. C'est une vraie étape de votre projet e-learning. Donc quand vous passez 2-3 heures avec l'expert métier, c'est normal que, cette étape-là soit reconnue et soit rémunérée. Et donc on va passer à l'étape d'échange avec l'expert. Donc je comprends, la commande, du client et maintenant j'ai besoin de comprendre un peu mieux
eh bien, mon public cible et de mieux comprendre également le sujet puisque, pour ma part, moi, je ne suis pas expert d'un sujet en particulier. Je vais être amené à travailler sur plein de sujets différents et donc je suis totalement naïf, sur le sujet et sur la réalité du terrain. Et donc, généralement, l'échange avec, l'expert, sur la partie vraiment là on est déjà presque dans la conception, ça va être des ateliers d'1h30 à 2 heures. En dessous d'1h30, c'est compliqué parce qu'on va survoler le sujet. 1h30, c'est bien. 2 heures, tout le monde est fatigué. Et donc là, moi, mon objectif pendant cet échange avec, l'expert qui aura été identifié par le client, ça va être déjà d'identifier clairement le besoin de formation. Donc je vais lui dire sur le terrain, qu'est-ce qui est déjà mis en place par rapport à tel sujet? Qu'est-ce qui devrait être mis en place et pourquoi c'est pas mis en place? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, les collaborateurs continuent à cliquer sur des phishing, alors qu'il y a telle et telle procédure? Et des fois, il y a des vraies raisons qui correspondent à un besoin de formation. Et une erreur à éviter, quand vous êtes, en train d'échanger avec l'expert, ça va être de se laisser écraser, un peu impressionner par l'expert. Alors je dis pas que tous les experts sont des gens qui vont vous écraser, mais lui-même adopte une posture. Imaginez-vous que je vous dis, demain: «Bah, voilà, Perrine, tu vas me parler de tel sujet et je t'ai nommé comme expert sur tel sujet». C'est une sacrée pression et généralement quand on a cette pression, on joue à l'expert, on veut montrer qu'on sait des choses et on en oublie parfois un petit peu le besoin de l'apprenant. On veut montrer qu'on sait des choses et on doit prouver qu'on sait des choses. Et donc il y a un peu cette, il faut passer au-delà de ça dans la relation que vous allez créer avec, l'expert pour le rassurer sur, le fait comment dire? Que vous avez toute confiance en son expertise, mais que vous êtes des experts en pédagogie. Et généralement, pendant cette, étape-là avec l'expert, moi, je vais mettre en place, la méthodologie de l'action mapping, dont je vous parlais, juste avant. Voilà, c'est pas ça, pardon. Vous avez déjà entendu parler de l'action mapping? Alors, c'est, une dame qui s'appelle Cathy Moore, qui est, conceptrice e-learning, depuis très longtemps. Et à un moment, elle en avait un peu marre de faire des formations centrées, vraiment uniquement sur les contenus. C'est assez récent qu'on se pose la question d'avoir des contenus centrés sur le besoin des apprenants. Il y a encore jusqu'à peu, on avait des contenus, c'était souvent des vidéos avec un QCM à la fin, enfin très centrés sur le contenu. Elle en a eu marre de ça, elle en a eu marre du fait que, finalement elle pouvait pas évaluer la rentabilité des formations qu'elle avait conçues, le retour sur investissement des formations qu'elle concevait. Donc elle a voulu mettre en place une méthodologie de conception e-learning qui soit la plus pragmatique possible et la plus orientée possible sur le terrain. Donc ça veut dire que sa méthode, elle est pas forcément adaptée pour des contenus de formation un peu académiques, par exemple. Alors peut-être que certains d'entre vous se retrouveront pas dans cette méthode, mais là on est plutôt orienté sur, vraiment le monde de l'entreprise. Heu, donc par exemple, si vous êtes amené à concevoir des formations qui vont être, pas forcément à destination de vos collègues, mais par exemple si vous vendez des modules e-learning, eh bien il faudra vous intéresser à la réalité du terrain de votre public cible. Donc comme je vous disais, c'est une méthode de design thinking, donc vraiment centrée sur l'utilisateur. Et surtout, c'est une méthode collaborative, c'est-à-dire que l'ingénieur pédagogique est ingénieur pédagogique, il n'est pas expert du contenu. Chacun son rôle, en fait. On va vraiment responsabiliser toutes les parties prenantes du projet. Et elle a créé une méthodologie en 5 étapes. La première étape, c'est, au lieu de parler du contenu au commanditaire, de lui dire: «Est-ce que vous pouvez me parler de ce que c'est que le RGPD, me donner une définition?» Elle va dire: «Mais sur la réglementation, la générale de protection des données, vous, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème que vous avez avec ça? En quoi ça pourrait intéresser vos collaborateurs? C'est quoi que vous voudriez améliorer? C'est quoi votre objectif? Est-ce que vous avez déjà eu, X nombre comment dire? De violations de données personnelles ou autres?» Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment identifier un objectif, qu'elle appelle business. Moi, ça, je le fais pas. Je le fais pas parce que,
Enfin, moi, je considère que c'est pas mon rôle en tant qu'ingénieur pédagogique d'aller dire à mon client, est-ce que vous pouvez me dire en pourcentage, le pourcentage de vente que vous voulez faire, et cetera. Mais je vais essayer de m'approcher quand même de ça, de me dire, mais vous, sur le terrain, en quoi ce sujet va concerner vos collaborateurs et qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer par rapport à ça? Donc, je vais être plus général que les cas Timur. La deuxième étape ensuite, ça va être de recenser les actions. Donc on en avait déjà parlé, hein, que les collaborateurs doivent mener pour atteindre cet objectif business. Donc c'est-à-dire que là, je ne vais pas parler du contenu de formation. Je vais dire, par rapport à tel sujet, quels comportements, quelles actions. Donc, par exemple, j'ai un commanditaire qui me dit, voilà, je veux réduire de 50% les accidents du travail liés aux incendies. Et donc, vous allez demander à votre client, mais aujourd'hui, qu'est-ce que doivent faire vos collaborateurs pour éviter qu'il y ait un incendie? Et si jamais il y a un incendie, quelles sont les actions qui sont attendues de leur part? Donc, vous allez poser la question là. Et ensuite, vous allez chercher à savoir quel est le besoin de formation. Donc, vous allez demander au commanditaire ou à l'expert, d'accord, vous me dites qu'il faut faire ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas mis en place parmi toutes ces actions? Et pourquoi c'est raté? Pourquoi c'est pas fait? Pourquoi les comportements ne sont pas mis en place? Et là, on va échanger avec l'expert sur des problèmes autres que la formation. Et on va chercher à identifier spécifiquement le besoin de formation. Et ensuite, pour chaque action qu'on aura identifiée à mettre en place, on va définir une modalité pédagogique, une mise en situation qui va nous permettre de régler ce problème. Par exemple, sur la question de l'incendie, c'est de dire, voilà, les gens, un des problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils se trompent d'extincteur pour éteindre un incendie, par exemple. Et donc là, on va se dire, mais quelle modalité permettrait de les mettre dans cette situation-là où ils doivent faire un choix et d'identifier le bon extincteur. Donc là, on va se dire, la modalité, ça peut être tout simplement un QCM avec une mise en situation où il a peut-être 20 secondes pour trouver le bon extincteur. Et on va aller chercher les savoirs clés qui correspondent à ce sujet-là. Donc, comment lire la notice d'un extincteur, à quoi correspond telle et telle icône. Vous voyez, on est sur quelque chose de très, très pragmatique. Donc, avant même de penser au contenu, on va penser aux actions qui sont attendues de la part du collaborateur. Et ensuite, uniquement quand on a identifié ces actions, on va se poser la question du contenu. Donc voilà, c'est ça l'action mapping. Elle décrit en détail, elle donne plein d'exemples sur son blog. Donc je vous invite à vous rendre sur le blog de Cathy Moore. Donc, je vous remets son nom si vous voulez prendre. Tout est expliqué. Elle a également écrit un bouquin, mais clairement, elle a vraiment beaucoup partagé sur son blog. Et elle décrit étape par étape sa méthodologie. Moi, cette méthodologie-là, je la prends plutôt comme une philosophie dans la conception e-learning. C'est que je ne vais pas toujours respecter scrupuleusement les étapes, mais je vais toujours garder en tête ces questions-là de qu'est-ce qu'on attend véritablement du collaborateur. Et donc, la posture adoptée avec l'expert, c'est pareil, ça va être surtout de l'écouter, de reformuler. Et moi, je vais poser plein de questions. Ça, c'est hyper important parce que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a mis des années à développer son expertise. Et il a créé énormément d'automatismes autour de cette expertise. Et quand il va vous parler de ce sujet-là, il va faire des raccourcis parce qu'il y a plein d'informations qui lui paraissent évidentes. Donc, votre rôle, c'est d'aller chercher ces informations-là qui sont importantes pour que vous puissiez concevoir ce module-là. La première fois que j'ai fait une extraction d'expertise, c'était pour un module sur les produits chimiques. J'ai vraiment cru que le gars allait me frapper au bout de 30 minutes parce que je posais plein de questions. Il croyait que je me moquais de lui. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'explique avant. Je leur dis, écoutez, je vais faire l'enfant, je vais vous poser plein de questions. Le but, c'est d'être sûr qu'on ne passe pas à côté d'une information. Mais même en expliquant ça, généralement, au bout d'une demi-heure, il en a un peu marre et il commence à me parler comme si j'étais un peu teubé. Et il me dit, mais non, mais c'est simple. Vous voyez, vous faites ça, ça, ça. Et là, je commence à avoir des informations il va commencer à devenir pédagogue, vraiment à me donner des exemples concrets. Et là, je sens que je commence à avoir des éléments intéressants. Et c'est pour ça, généralement, qu'il me faut 1h30 pour faire une première extraction d'expertise. Il y a la demi-heure un peu d'agacement où il commence à comprendre là où je veux en venir. Et il y a une heure ensuite qui est beaucoup plus agréable, où il va penser à plein de choses. Et généralement, on fait un deuxième rendez-vous où là, l'expert me dit, mais j'ai pensé à ça, 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 on pourrait faire ça. Oui, parce qu'il y a ceci, ça. Et ce qui est intéressant avec la méthode justement de l'action mapping,
c'est qu'on rend, je trouve, le projet beaucoup plus intéressant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on met du sens dans ce projet-là. C'est qu'on n'est pas sur une injonction de faire de la formation, on est là pour apporter des solutions à des problèmes que rencontrent les collaborateurs. Et généralement, l'expert, c'est lui-même un collaborateur, il a l'impression de servir à quelque chose dans sa boîte. Et on est vraiment sur des collaborations qui sont hyper agréables. La plupart du temps, ça se passe comme ça avec les experts. Parfois, c'est plus compliqué, mais la plupart du temps, ça se passe très, très bien. Alors, juste pour faire un rapide point, et ensuite, on va prendre un temps d'échange. C'est bien, je crois qu'on a une demi-heure pour discuter. Généralement, l'expert, quand je le rencontre, je vais déjà lui rappeler la commande du client, lui dire, bah voilà, nous, on a besoin d'un module qui fait 1 heure ou 2 heures sur tel sujet ou une demi-heure. Et je dis, bah voilà, moi, je ne suis pas du tout expert du sujet. Par contre, moi, je suis expert en pédagogie. Donc, mon rôle, ça va être de concevoir un module qui soit le plus proche possible du besoin des apprenants et de mettre en place des mécanismes qui vont favoriser sa motivation, son attention, etc. Donc là, on va être sur je vais lui dire, le but, c'est d'avoir un module qui soit assez interactif, assez rythmé, etc. Et donc, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que vous m'expliquiez un petit peu plus votre métier, ce que vous faites, c'est quoi les contraintes que vous avez par rapport à ce sujet. Et donc là, on va commencer petit à petit à essayer de se mettre dans la peau de l'apprenant. Moi, mon but, c'est de connaître le persona de l'apprenant, c'est-à-dire c'est qui, c'est quoi les contraintes qu'il rencontre, c'est quoi les contraintes qu'il a par rapport au sujet. Parfois, vous avez des freins, donc tout ça, vous devez les identifier, des croyances limitantes sur tel ou tel sujet, des idées reçues. Donc tout ça, il faut l'identifier pour derrière, vous les intégrer ensuite dans le module pour les aider à dépasser des idées reçues et surtout vous concentrer sur des savoirs qui vont les concerner au quotidien. Et ce qu'on va faire pendant cette extraction d'expertise, c'est avec l'expert, je vais lui dire, voilà, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Et cet exemple va devenir une mise en situation, va devenir une modalité. Et je vais me dire, pour telle ou telle chose, c'est quoi les savoirs clés? Donc, c'est ce que je vous expliquais avec la méthodologie de l'action mapping. Et donc, moi, le livrable par rapport à cet échange-là avec l'expert, c'est de passer directement au scénario pédagogique. Et là, peut-être que certains d'entre vous vont me dire, je trouve que tu vas un peu vite en besogne. En fait, ça dépend du projet. Si vous avez un gros projet, généralement, on va faire une analyse, un dossier d'analyse du besoin, etc. Et de dire, par rapport à cette analyse, on a identifié qu'il fallait X modules sur tel ou tel sujet. Moi, l'idée, c'est d'aller assez vite, déjà sur une première version de scénario pédagogique, parce que j'ai déjà en tête des idées de modalités, j'ai déjà en tête des objectifs pédagogiques qui ont été identifiés par rapport aux actions qu'on attend du collaborateur et par rapport aux besoins de formation qui ont été identifiés. Et donc, généralement, je vais commencer déjà à faire un scénario pédagogique. On va en échanger avec l'expert pour le valider. Et ensuite, on va passer à la dernière étape sur cette analyse du besoin, qui est l'étape de validation, où là, mon objectif, ça va être de dire, voilà, on a discuté sur le profil des apprenants, on a identifié telle et telle mise en situation. Voilà la stratégie de formation qu'on vous propose. On a imaginé telle et telle modalité parce que c'est plus interactif, parce que ça correspond aux besoins. Vous allez défendre votre projet en fait au client. Et le but, c'est de lui montrer que vous avez compris son besoin. Et là, généralement, le client lui-même, il y a d'autres mises en situation qui vont lui venir en tête. Et il va vous dire, tiens, ça me fait penser à ceci et cela. Et là, on commence généralement à bien démarrer une relation de confiance avec le commanditaire. Et puis, comme ça, la suite se passe bien. Les étapes globales, après ça va être le scénario pédagogique, 3 versions, le storyboard, 3 versions. Donc, je vais décrire étape par étape, écran par écran, ce que j'imagine pour le module. Et ensuite, il y a la partie intégration, graphisme. En fait, tout dépend ensuite du projet. Donc, voilà un peu globalement ce que j'avais à vous dire, moi, sur l'analyse du besoin. J'imagine que vous avez peut-être des choses aussi à me dire par rapport à ce sujet, des contraintes que vous rencontrez en… Alors, je vois que Agnès lève la main. Oui, moi, je me posais la question, pour la validation, tu fais pas du tout de… Tu le fais pas à l'écrit, tu le fais à l'oral et après, tu fais valider ton scénario péda. Alors, ça dépend.
Par exemple, quand j'étais salarié, je faisais à l'écrit un rapport puisqu'on était sur des modules à une échelle plus importante et euh, souvent on n'était pas sur un petit module de 20 minutes, mais sur tout un programme de formation euh, qui nécessite en fait une analyse beaucoup plus approfondie. Et en fait, moi, l'écrit, c'est le scénario pédagogique. J'aime beaucoup fonctionner avec une méthode d'amélioration continue, c'est-à-dire que très vite, j'aime arriver à un prototype. Donc, le premier prototype, généralement, c'est le scénario pédagogique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On a perdu Agnès. J'ai juste débranché mon micro. Mais oui, ça répond bien à ma question. Ouais. Mais c'est une bonne chose. Parfois, il m'arrive, quand j'ai des doutes sur la compréhension de la demande du client, c'est que je lui envoie Je peux vous montrer un exemple. Voilà. Je lui envoie en fait un récap de ce que j'ai compris de sa demande. Vous voyez bien mon écran? Ouais. Donc là, par exemple, c'était pour l'opcomobilité. Une demande qui n'était pas du tout claire. Enfin, je n'étais pas sûr d'avoir tout compris. Et j'ai fait comme ça, voilà. En gros, c'est quoi les objectifs du projet? Voilà ce que j'ai compris. C'est quoi le public de ce que vous m'en avez expliqué? Généralement, je vais lui dire que je vais avoir besoin de plus d'éléments sur tel et tel sujet pour la suite. Et ensuite, on va parler déjà du parcours utilisateur. Donc, ça dépend en fait du client, mais là, il y avait vraiment pour le coup plusieurs modules à mettre en place. Et donc, il fallait vraiment réfléchir à ce parcours utilisateur. Et donc, dans mes commentaires, en fait, je lui explique que tel et tel sujet, j'aurais besoin d'échanger avec eux, que la condition pour que je réalise la mission, c'est qu'ils me donnent accès à leur contenu. Donc voilà, c'est un petit cahier des charges. Mais j'évite de le faire parce que ça prend du temps. En fait, ça prend du temps et parfois, souvent, c'est pas nécessaire. Mais quand c'est pas clair, je préfère le faire et comme ça, potentiellement gagner le projet, vous montrer à votre client que vous comprenez sa demande. Hop. Avez-vous d'autres questions? Oui, Myriam. Oui, alors moi j'en ai deux. La première, ce serait par rapport à ton ressenti ou à ton expérience. À partir de quand tu as trouvé que toi, tu étais plutôt à l'aise avec toutes ces démarches-là? À partir de quel moment ça a commencé à être en tout cas moins difficile, peut-être pour toi, à appréhender? Et la deuxième, ce serait, est-ce que tu as l'impression que dans la globalité, hein, les personnes en face, les clients jouent plutôt le jeu? C'est-à-dire jouent le jeu de te donner des infos, d'être disponible ou pas du tout? Alors, c'est deux très bonnes questions. La première question, elle a vraiment eu un gros impact, moi, sur. C'est cette question de la découverte des besoins. Elle s'est posée vraiment quand j'ai créé mon entreprise. C'est qu'au bout d'un an, quand je vous parlais de démotivation, etc., c'était le cas parce que j'analysais mal la demande. Je voulais absolument avoir le projet, donc je disais oui à tout, et vous retrouvez dans des situations qui deviennent ingérables. Mais en fait, ça fait partie de l'apprentissage. Alors pour vous dire, aujourd'hui, je vous dirais, ça fait 1 an et demi que je me sens totalement à l'aise donc vous voyez sur 5 ans, c'est pas grand-chose. Mais aujourd'hui quand j'ai une personne en face que je connais pas son besoin, ça devient fluide et en fait, la seule chose que j'ai appris, c'est que en fait, c'est d'être à l'aise avec le fait que je ne sais pas. En fait, on ne sait pas, on est face à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas son sujet et être un expert de son métier en pédagogie, c'est pas être un expert de tous les contenus. C'est justement savoir poser les bonnes questions et être expert en pédagogie. Et du coup, en fait, oui, les clients jouent vraiment énormément le jeu et on arrive, par exemple, souvent la première question que j'ai quand c'est un nouveau client, c'est voilà, il me faut un module d'1 heure, combien ça coûte? Voilà.
Alors avant, j'essayais de répondre. Maintenant, je dis: «Bah, attendez, là, j'ai besoin de plus d'informations parce que, enfin, je vous connais pas, je connais pas votre projet. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre besoin?» Et là, je vais lui poser plein de questions. «Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez besoin de vous former à tel sujet?» «Ah bah, vous savez, nous, on a une obliga» je parle du RGPD parce que j'ai le cas souvent. «Nous, on a une obligation légale aujourd'hui de faire une formation sur le RGPD. Mais bon, on sait très bien que c'est un sujet qui est pas très intéressant. Donc, on s'est dit que ce serait bien de faire un module e-learning, et cetera». Donc là, je vais pas aller dans son sens en lui disant: «Bah oui, vous avez raison, c'est chiant». Heu, Bah, je lui dis: «Bah, écoutez, nous, notre but, ça va être de peut-être concilier votre demande avec les besoins de vos collaborateurs. Est-ce que vous avez identifié, vous, en interne, des problématiques, par rapport à ce sujet-là ou des besoins de vos collaborateurs?» Et des fois, il sait pas. Il sait pas et en fait, c'est pas grave, il va me dire: «Bah, moi, je sais pas, par contre, on a le service juridique qui pourrait vous répondre». Je dis: «Bah, très bien, dans ce cas, est-ce que vous savez si, telle personne serait disponible pour ce projet ou autre?» Et oui, il joue vraiment le jeu et en fait, on voit souvent, enfin, vous avez toujours une première étape. Alors pour vous dire, j'étais vendeur avant, je vendais des matelas. Vous avez toujours une première étape de découverte des besoins où vous avez 2 individus qui ne se connaissent pas, il y a aucune confiance. Et si vous prenez la peine de vous intéresser aux besoins de la personne, de ce qu'elle veut réellement, bah, au bout d'un moment, elle commence à s'ouvrir, à vous expliquer ce qu'elle veut et vous pouvez lui proposer, derrière un produit qui correspond à ce qu'elle recherche. Donc ça, c'était la première question et la deuxième, hem, j'ai oublié, pardon, hein. Non, mais c'est bon, je pense que tu as répondu aux deux. Mais OK, du bon. coup, alors, je peux demander une petite explicitation? Oui. Est-ce que du coup, on peut partir du principe qu'à partir du moment où ils ont fait l'effort de venir demander une formation, c'est qu'ils ont l'intention de mettre un peu les moyens ou pas? Parce que typiquement, la RGPD, moi, sur mon ancien poste, on a eu un petit laïus d'un quart d'heure du directeur de la com, et puis je pense qu'ils avaient estimé qu'ils avaient fait une formation. Donc, voilà. Hem, oui, en fait, bah, ça moi, enfin, ça m'est jamais arrivé, on me demandait une formation d'un quart d'heure. Généralement, c'est plutôt on va me dire: «Voilà, il me faut un module de 20-25 minutes en e-learning». Hem et moi, j'ai pas envie aujourd'hui de leur proposer un module, qui soit centré sur, expliquer les grands principes du RGPD et cetera. Sachant que d'autant plus que la CNIL met à disposition un module qui est gratuit et que dans ce cas, autant faire appel à enfin, acheter des contenus sur étagère. Donc enfin, c'est pas notre rôle, nous, d'aller refaire ce qui existe déjà. Enfin, notre rôle, c'est vraiment de faire un développement sur mesure. Donc souvent, je pose la question au client: «Bah, pourquoi aujourd'hui il existe des modules, pourquoi vous avez besoin?» Et là, on en arrive à des choses plus concrètes. Heu, mais voilà, encore une fois, nous, on peut pas gérer des problèmes. Vous avez des commanditaires, finalement, le besoin de leurs collaborateurs, c'est pas la priorité. Ce qu'ils veulent, c'est juste de dire: «Bah, voilà, moi, je réponds à cette obligation». Donc ça, c'est nous, on doit concilier un peu tout ça. Je vois que Perrine a une question et Antonin, je crois que tu avais une question avant. Ouais, bah, moi, du coup, il y en a une qui m'est venue par rapport à la réponse à la question de Myriam. C'était peut-être ce que tu pourrais nous donner un exemple. Tu disais qu'au début, tu acceptais tout. Et que j'imagine, du coup, il y a dû y avoir un moment où tu t'es retrouvé à devoir rendre quelque chose dans 10 jours et de ne pas avoir assez d'informations, et etc., etc. Donc, peut-être est-ce que tu aurais un exemple, et plutôt, enfin, surtout pour savoir comment tu as fait pour t'en sortir, si ça ne te dérange pas. Et après, la question que j'avais à la base, c'était plus pour savoir comment ça fonctionne quand on vient de contacter, parce que on avait vu qu'il y avait des sites qui recensaient toutes les personnes en freelance, notamment les DLM, etc. Mais est-ce que c'est ton unique manière d'avoir des clients qui viennent te voir? Est-ce que de temps en temps, tu réponds à des appels d'offres? Est-ce que c'est uniquement eux qui viennent vers toi? Enfin, ouais. Alors, enfin là, j'ai la chance, c'est de faire très peu de prospection. Alors moi, je suis sur une plateforme qui s'appelle Malte. J'ai eu un client sur cette plateforme-là. Enfin, c'est si demain vous cherchez à embaucher des sous-traitants, vous trouverez facilement sur Malte et en fait, la plupart des clients que j'ai eus, en fait, c'était du réseautage, enfin des recommandations, je pense un peu de chance aussi. J'avais au départ quand j'ai démarré, enfin je commençais à faire des publications sur LinkedIn et cetera, ça me prenait un temps fou. Mais en fait, enfin, moi ce que je vis, c'est plutôt la fidélisation de mes clients. C'est pour ça que je pense toujours, à ce qu'ils soient satisfaits quand je le livre, mais aussi qu'1 an plus tard, quand ils ont le retour des apprenants et cetera et tout le monde soit content. Donc c'est ça que je vise, le plus possible. Hem
Donc voilà, moi, comment je fais. Enfin, aujourd'hui, je ne fais pas de prospection. Ça viendra peut-être. Et dans ce cas, il faudrait que je fasse, moi, que j'apprenne ça. Par exemple, j'ai pas de site internet parce que j'ai pas le temps de le faire. Je devrais le faire, il me faudrait un site vitrine, mais j'en ai pas le besoin. Donc, le jour où le besoin viendra, bah, je ferai les choses. Pour l'instant, je profite un peu d'une situation exceptionnelle où il y a en fait, un besoin énorme en e-learning et voilà comment ça se passe. Et c'est sur les projets où je sentais que j'allais prendre du retard, enfin, en fait, il y a pas de dire, il y a pas de secret, c'est qu'à un moment, il faut renégocier les délais dans ces cas-là, et de dire: «Bah, là, c'est pas possible, enfin, je me suis trompé». Je pense qu'il faut, vraiment dire la vérité. Ça m'est pas arrivé, trop souvent, heureusement, mais parfois ça arrive parce que, bah, la vie, enfin, il y a plein de choses qui se passent qui font qu'on comprend un petit peu de retard. Mais ça fait aussi partie de la relation que vous créez avec vos clients, d'être honnête avec eux, d'être transparent là-dessus. Mais s'il y a des choses, par exemple, alors là, c'est souvent pas parce que moi je suis en retard, mais c'est parce que c'est le client qui est en retard. Par exemple, qui va me dire: «Bah voilà, on va faire une vidéo, on l'a fait en interne». Et au final, il me dit: «Ah bah, elle est toujours pas prête». Je leur dis: «Bah écoutez, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire peut-être une petite activité juste avec le texte qu'on essaie de rendre un peu interactive et dans 1 an, quand vous serez prêts, bah, on intégrera à la place la vidéo». Donc comme ça, on respecte, vous, votre délai, parce que parfois vous avez des clients qui vendent leurs modules, derrière ou qui ont l'obligation de les mettre à disposition des nouveaux collaborateurs. Donc heu, donc voilà un peu comment je gère. En fait, oui, quand vous avez mal géré votre, projet au départ, que vous avez dit oui, bah, enfin, vous pouvez travailler la nuit, mais parfois ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas, mais heureusement aujourd'hui, enfin, ça va très bien. Enfin, je suis pas dans je me retrouve rarement dans cette situation-là où je me sens totalement débordé. J'ai une question de Perrine aussi. Oui, j'ai plusieurs questions. Donc, il faudra m'arrêter à un moment donné. Déjà, c'était par rapport au... j'ai pas compris exactement à quel moment tu fais signer le devis, en fait. À quel moment vraiment tu dis, bon, là, c'est acté, c'est signé. Et le paiement aussi, comment il s'effectue, si c'est Ouais. tout au début ou une partie au début, une partie. Alors, oui, il y a différents modèles économiques avec les freelances. Moi, je vais vous dire comment je fonctionne. Soit la demande est vraiment hyper claire, c'est-à-dire que même dès le premier rendez-vous, j'ai pu rencontrer l'expert. Ils ont déjà avancé sur le sujet, enfin, il y a déjà des supports existants et cetera. Là, moi, je vais pouvoir faire un devis directement sur le scénario pédagogique, le storyboard, l'intégration, puisque, enfin, moi, j'interviens sur tous les sujets. Donc souvent, c'est un devis qui est validé par le client, qui devient un bon de commande et derrière, bah, on commence le projet. Parfois, et c'est plus souvent le cas, c'est que j'ai un client qui ne me connaît pas, que moi je ne connais pas. Le besoin n'est pas hyper bien identifié. Donc moi, ce que je vais lui dire: «Bah, écoutez, là, enfin, par rapport à cette situation-là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille sur un premier projet, où moi je vous vends un scénario pédagogique. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin d'échanger avec un de vos experts. On fait une première prestation, on voit comment ça se passe ensemble et ensuite, bah, je vous ferai un devis pour le storyboard parce que quand vous n'avez aucune idée des modalités, s'il y a la vidéo ou autre, en fait, c'est impossible de faire un devis sur le storyboard ou alors ou alors il faut prendre une marge et être beaucoup plus cher que marge. Donc voilà un peu comment je fonctionne. C'était ça, hein, la question. Oui, oui, c'était Et ça. oui, du coup, je suis payé, alors moi, je suis un peu de la vieille école dans le sens où moi, je me fais payer une fois que j'ai livré un produit qui me paraît, conforme. Donc j'envoie la facture, un peu comme le plombier qui a réparé votre tuyauterie, bah, du coup, vous le payez après. Parfois, quand c'est un gros projet, je vais demander un acompte, parce que potentiellement, c'est un projet qui va durer, assez longtemps. Donc voilà un peu comment je fonctionne et sinon j'ai des contrats cadres où là, par contre, je suis payé à la fin du mois. Je dis le nombre de jours que j'ai passé et on va me payer, le nombre de jours qui correspond. Donc là, on est vraiment sur la confiance, vraiment avec le client. Ok. Peut-être pour les autres questions, en fait, parce que je travaille en agence et du coup, je me dis, bah, c'est facile parce que suivant le client, on a forcément toutes les technos, tous les outils en interne dans l'agence, Storyline, Geniali, etc. Mais quand on est en freelance,
Comment ça se passe? Est-ce que ça veut dire que toi, tu as les abonnements à tous ces outils-là ou tu utilises les outils du client, mais si c'est la première fois qu'ils font un LMS, ils n'en ont pas forcément, ou ils n'ont pas besoin. Pareil pour les LMS, comment ça fonctionne en fait? Alors moi, effectivement, oui, je dois payer les licences de ces outils-là. Alors après, moi, je travaille beaucoup avec Storyline. Par exemple, il y a un outil au moment où je travaille beaucoup avec, c'était Vaillond. Là, je travaille un peu moins dessus, donc je ne vais pas acheter une nouvelle licence tout de suite, mais je vais attendre d'avoir un projet sur ce sujet pour me dire est-ce que là, ça vaut le coup. Voilà. Après, ce n'est pas non plus des prix qui sont exorbitants, mais donc voilà comment je fonctionne sur les projets. La plupart du temps, et comme je vous disais, moi, c'est plutôt de la recommandation. Donc, les gens font appel à moi parce qu'ils savent que je travaille avec tel outil, que je suis capable de faire tel ou tel module. Et donc, même la question, donc moi, je travaille beaucoup avec Storyline. Donc, la question de la plateforme LMS se pose rarement parce que c'est des modules SCORM. Et la plupart des plateformes LMS les prennent en compte aujourd'hui. Mais ça m'est déjà, par exemple, j'ai travaillé pour un client qui était une agence e-learning qui proposait un outil de conception où là, j'ai dû me former à leur outil pour pouvoir avoir les projets. Ok. Moi, j'adore ça, apprendre des nouveaux trucs. Donc, Ok. Et peut-être une dernière question. Tu disais que tu présentais les scénarios pédagogiques et peut-être aussi le storyboard directement en rendez-vous avec le client et l'expert. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais systématiquement ou pas? Parce qu'en fait, nous, par exemple, quand on envoie les scénarios pédagogiques, les storyboards, c'est juste un document envoyé où ils peuvent faire leur retour dessus. Mais il n'y a pas de présentation, d'échange. Est-ce que tu vas vraiment une plus-value à fonctionner comme ça ou pas? pas le storyboard parce que ce serait trop long. Ce serait trop long de faire Par contre, le scénario pédagogique, c'est assez court et comme je vous disais, moi, c'est ma façon de prouver au client que j'ai compris sa demande. Et donc je vois aussi à ses réactions si c'est OK ou pas. Mais généralement, je lui présente quand même avant, enfin je lui envoie par mail, et lui va noter des commentaires s'il a eu le temps ou alors va me poser des questions pour être sûr qu'il a bien compris, tel ou tel, sujet. Par contre, le storyboard, ce serait beaucoup trop long et donc là, en fait, c'est l'étape, ça nécessitait une étape de recettage de façon asynchrone. Voilà et en fait, la vision que je défends, c'est que s'il y a des questions, des inquiétudes, qu'ils m'appellent, on prend 10 minutes, on en discute. Donc voilà un peu comment je Ok. fonctionne. Ok, merci. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Agnès, oui, je vois. Oui, moi j'ai encore une question. Enfin, tu parlais que tu n'avais pas trop de difficultés à trouver des clients parce que tu avais un bon réseau professionnel et que du coup des gens ont fait appel à toi ou parce que quand tu t'es lancé au début, tu n'avais pas de clients. Alors, en fait, quand j'ai eu l'idée de vouloir devenir entrepreneur, j'ai étudié un peu la faisabilité et j'en ai parlé autour de moi. Moi, je n'ai pas un réseau de dingue, mais j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui, lui, avait un réseau de dingue et qui a pu me mettre en contact avec des personnes. Et après, moi, je pense qu'il y a une grande part. Je ne vous dirais pas que j'ai comment dire, que je suis hyper bon en prospection, ce serait vous mentir, c'est que je n'en fais pas du tout. Vraiment, j'en fais pas du tout. Ouais. Pour l'instant, donc j'ai eu, 1 an et demi où c'était plus compliqué d'avoir des projets, où j'avais des périodes où j'avais rien. Bon, ça fait partie, mais je crois, de la vie de toute personne qui, au départ, crée son entreprise. Et ensuite, c'est venu, en fait, il a fallu le temps que les formations soient testées, et cetera. Et c'est là où les gens commencent à se dire: tiens, ça marche bien, je connais un tel, qui pourrait faire une formation similaire. Et voilà comment ça se passe, aujourd'hui. J'espère que ça va durer. Et Vous avez d'autres questions? Retour, feedback, à chaud. Un silence de... Non, mais c'était très intéressant d'avoir un peu le point de vue de quelqu'un qui a les mains dans le cambouis depuis un certain temps.
Ça conforte certaines idées que moi j'en avais de ce métier-là, en freelance, pardon, je précise. Et puis, effectivement, ça pose la question de la méthodologie à bien travailler en amont et à bien réfléchir. Donc, merci pour ton intervention. Avec plaisir. Moi, j'ai une question à vous poser. Enfin, justement, on parle de ce sujet-là. Donc, vous êtes déjà là tous en entreprise. C'est des questions qui se sont posées à un moment. Moi, je vous parlais. Enfin, moi, j'ai vraiment eu le cas quand j'ai démarré j'ai mon premier rendez-vous avec le commanditaire où je suis tout seul. Et comment ça se passe? Vous êtes accompagné? Vous avez un tuteur? Vous avez. Enfin, je vois qu'Antonin lève la main. Je sais pas si tu as. Moi, c'était pour une question en plus, Ouais. mais après, je peux quand même répondre à ta question. Mais en général, on a tous des cas vraiment différents, en fait, globalement. Mais normalement, on est à peu près tous suivis. Ok. Et on est à peu près tous cadrés avec des choses, des directives, etc. Mais aussi, globalement, on est tous dans des postes qui remplacent personne. Donc, on est un peu dans des postes qui viennent d'être créés, etc. Donc, c'est divers et varié. Ok. Et tu avais une question, tu me disais, Antonin. Moi, c'était juste une question. Après, des questions dont il ne faut pas prononcer le nom, mais c'était savoir financièrement, est-ce que tu considères que, enfin, voilà, je ne sais pas comment quelles sont tes considérations, mais enfin, voilà, savoir comment c'était d'être freelance, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise situation? Enfin, au départ, c'était galère. Ça a été galère au départ. Et là, maintenant, oui, je gagne beaucoup mieux ma vie que quand j'étais salarié. Voilà, enfin, ça paye quasiment 2 fois plus que ce que je gagnais en tant que salarié, voire plus dans certains cas. Alors après, il faut, comment dire, parfois, c'est parce que je travaille 2 fois plus aussi que quand j'étais salarié. Donc, ça dépend vraiment des périodes, des clients, des projets sur lesquels je vais tomber. Mais globalement, oui, j'ai une meilleure situation, en tout cas d'un point de vue financier que ce que j'avais. Et là, moi, mon objectif cette année, c'est de faire le même chiffre d'affaires, mais en ayant beaucoup plus de temps personnel. Donc là, d'avoir mes week-ends, d'avoir mes soirées. Donc là, c'est ce sur quoi c'est ma priorité pour cette année. Ne serait-ce que pour avoir du temps, pour vivre et puis apprendre d'autres choses aussi sur le métier. Donc là, je suis plutôt, vraiment content de ma situation aujourd'hui. Je discute avec d'autres freelances qui, eux, sont pas du tout dans cette situation-là. Il y en a aussi qui arrêtent parce qu'ils se sentent seuls. Et c'est vrai que c'est un métier, généralement, quand on est dans la pédagogie, c'est qu'on aime le contact et on aime les gens. Et parfois, de travailler souvent seul, ça peut être compliqué. Moi, j'arrive à pallier ça puisque je suis également sous-traitant de grosses boîtes de e-learning où ça s'approche presque du salariat. C'est-à-dire que je vais travailler en collaboration avec d'autres ingénieurs pédagogiques, etc. Et donc, j'ai quand même des temps comme ça qui me permettent, moi, de trouver un juste milieu. Ok, merci. Myriam, je crois, avec une question. Moi, c'était pour répondre à ta question. Ah, merci. Je t'en prie. Moi, mes experts, ce serait un peu d'autres formateurs, des formateurs métiers ou matière générale, parce que je travaille dans un CFA. Ok. Et non, en fait, je retrouve les mêmes difficultés que tu as, à savoir, alors qu'on devrait être censé parler, en tout cas, au même niveau de compétences, c'est expliciter ce qu'on fait, en quoi ça peut leur apporter un petit plus, en quoi on peut les aider, les accompagner. Oui, c'est la même chose, quoi. Que ça soit par rapport à mes collègues ou que ce soit par rapport à ma directrice ou mon directeur, il y a ce besoin-là de leur expliciter le travail qu'on fait et pourquoi telle chose, pourquoi pas telle autre, enfin tel outil, pas tel outil. Voilà. C'est le public le plus difficile. Moi, j'avais travaillé à l'université, j'ai démarré à l'université d'Angers. C'était très bien, c'était au Labua. Mais oui, je me suis retrouvé face à des gens qui me disaient, mais t'es bien gentil, toi. Mais moi, je suis formateur depuis 40 ans. Et simplement, on peut avoir une expertise en formation et sur son sujet, avoir fait du présentiel toute sa vie et justement ne pas savoir ce que c'est que la classe virtuelle, le fait qu'il y ait une plateforme LMS, le fait qu'il y ait d'autres modalités possibles.
que potentiellement on pourrait répondre à des contraintes qu'ils ont au quotidien. Et c'est un public difficile. Donc je compatis. Je ne sais pas, voilà, s'il y a d'autres questions. Non. Merci beaucoup, Cédric, et pour ce moment passé avec eux. Et puis du coup, on fera aussi parvenir leur retour suite à ce temps pour qu'on puisse imaginer la suite et voir sur d'autres sujets sur lesquels tu pourrais éventuellement intervenir. Bah, ça marche, bah, avec plaisir. Et puis, je vous souhaite bon courage. Je ne sais pas si certains d'entre vous font le pont ou des journées de congé, mais en tout cas, bon courage pour la suite. Et puis à bientôt. Merci beaucoup, Cédric. Salut. Merci. Et on se retrouve. À tout de suite.